Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas prévue, mais bon, vu l'actualité, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de discuter avec vous d'une annonce et d'une nouveauté qui vient de paraître hier, si je ne dis pas de bêtises, qui est au sujet d'une nouvelle Omega. Alors, pas celle-ci, bien entendu, mais la mise à jour de celle-ci, la nouvelle version en fait de l'Omega Speedmaster. Alors, il n'y a pas encore énormément de contenus qui sont sortis en ligne. Je pense que la montre, elle n'est pas encore de toute façon accessible. D'ailleurs, j'ai mis un petit fond d'écran de rigueur. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de regarder un peu les différentes photos qui sont disponibles, de discuter de ces nouveautés, de les présenter un peu en détail, en images, et ensuite de donner mon avis. Est-ce que, d'après moi, c'est une bonne décision qu'a pris Omega dans cette mise à jour qui est assez importante, hein. Ça faisait longtemps que la montre n'avait pas été modifiée de cette Speedmaster. Alors, je suis allé regarder pas mal de contenu en ligne. Alors ça, c'est les fonds d'écran de l'une que je cherchais juste avant. Et en fait, c'est sur Hodinkey qu'on a les plus belles photos. Je pense que ça fait partie des seuls médias qui ont eu accès à la montre. Et encore, je suis pas certain qu'ils aient eu la vraie version, puisqu'il n'y a pas des photos sous tous les angles. Certaines photos manquent notamment le fermoir, le nouveau fermoir, mais on le verra ensuite. Mais en tout cas, ils ont les plus beaux contenus disponibles en ligne. Et donc, voilà, plutôt que de voler les photos et de les présenter, on va directement aller sur leur site et ça nous permettra de les avoir peut-être en meilleure résolution en plus. Donc voilà cette nouvelle Speedmaster. Alors, pour ceux qui ne sont pas des experts de cette montre, disons que ça saute pas aux yeux. Clairement, pour quelqu'un qui n'est pas fan d'horlogerie ou même quelqu'un qui aime bien ces montres-là en général mais qui ne la connaît pas par cœur, ils verront pas la différence. Faut être tout à fait franc. C'est plus pour ceux qui aimaient déjà bien cette montre, qui en ont peut-être déjà une ou qui avaient pour projet d'en acheter une, où cette mise à jour, elle peut être intéressante, voire un peu frustrante, notamment au niveau du prix, et ça on y reviendra. Mais voilà, de premier abord, c'est une Speedmaster. Donc derrière, ils ont mis, alors je sais pas si c'est Omega qui leur a fait ce visuel ou si c'est Hodinkey qui l'a retouché, mais derrière, ils ont mis une vieille version de cette Speedmaster. Alors je suis pas un expert de tous les modèles, il y en a qui adorent ça, il y en a pour qui c'est une passion en fait de connaître dans les détails tout ce toutes les différentes variantes qui ont existé, les petites subtilités et autres. Je sais pas mon cas, mais voilà, le fait est que derrière on voit que c'est une ancienne version de la montre. On peut reconnaître notamment un petit détail qui est le point ici qui est au-dessus du 90 en fait sur les Speedmaster récentes, comme la mienne. Alors je sais pas si on arrivera à voir, peut-être si je zoome, hop, voilà, le point il est au niveau du 0, donc il est au niveau du 90 on va dire, tandis que ici il est légèrement au-dessus du 0. Alors c'est vraiment du détail et ça fait partie des choses que voilà, si on s'intéresse pas à la montre on le verra jamais. Et même si on s'y intéresse, on ne le voit pas forcément d'ailleurs. Et le fait est que cette vieille version de la lunette du tachymètre, en fait, c'est celle qu'on retrouve sur cette sur cette Speedmaster mise à jour avec le point, ici on pourra le voir, le point qui est également au-dessus du 90. Alors, ils en parlent beaucoup parce que ceux qui aiment bien les Speedmaster, c'est un modèle recherché, celui qu'on voit en fond. Et donc voilà, ils sont quelque part inspirés de ce qui marchait bien et de ce qui plaisait bien dans les tendances du vintage pour le mettre dans des montres neuves. Alors, on va y aller photo par photo. Ça, j'y reviendrai peut-être rapidement dessus, mais globalement, elle est disponible dans différents coloris. Ceux qui vont nous intéresser, c'est ceux du milieu, en fait, qui sont les classiques. Donc, celle avec le verre en ézalite, donc qui est un dérivé du plastique, qui est le plus fidèle à la Speedmaster originale, mais qui est un peu passé, hein. C'est des matières qu'on n'utilise plus sur les montres parce que ça s'abîme trop vite. Et donc on a la version à droite qui est la version avec un verre en saphir domé, qui est plus, on va dire, moderne dans le choix des matériaux, dans la conception, qui est un petit peu plus cher, mais qui dérive un peu de la Speedmaster d'origine. Donc il y a les deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent l'original, en tout cas celle qui est la plus proche possible de l'original, et ceux qui préfèrent celle un peu plus au goût du jour et un peu plus qui ira peut-être un petit peu mieux, qui résistera mieux au choc et autres. Moi d'ailleurs la mienne c'est une ézalite, hein, donc j'avais préféré celle-ci pour deux raisons, parce que déjà c'est assez sympa de se dire qu'on achète une montre qui a été conçue, alors c'est très jaune là, j'ai acheté un éclairage supplémentaire pour faire des vidéos, voilà, comme ça sera peut-être un peu mieux.
parce que ça me permet de tourner la nuit, hein, parce que maintenant il fait nuit assez tôt. Et donc voilà, donc je sais même plus ce que je disais. Oui, si j'ai la version Exalite, donc comme vous pouvez voir, c'est très domé, c'est très beau en fait visuellement. Ça peut se rayer assez facilement, mais en fait on peut le nettoyer. On peut enlever en fait et polir quelque part la montre assez facilement avec du Polywatch, et je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Et si je l'ai fait aussi, c'est qu'elle est un peu moins chère. Alors j'ai plus les prix de l'époque, mais ça c'est plusieurs centaines d'euros qu'on économise quand on prend la version avec le dôme Exalite, enfin le verre en Exalite. Donc voilà, c'est ces deux versions-là qui vont nous intéresser. Pourquoi? Parce que les deux autres, elles sont un peu inaccessibles, hein. Celle-ci en or rose, c'est très sympa, ça c'est nouveau. Je crois que c'est la première fois qu'ils en font une de ce style-là, avec cette matière qu'on retrouve également sur le cadran. Mais elle coûte aux alentours de 20 000 euros. Et puis celle à droite, en or blanc. Donc ça, je ne sais pas si tout est en or blanc ou seulement le boîtier. Je pense que tout est en or blanc parce que vu le prix, elle est quasiment à 40 000 euros. C'est vraiment une montre d'exception et qui s'adressera à un public vraiment précis. C'est une assez bonne stratégie, je pense, hein, d'avoir fait des modèles entre guillemets accessibles, en tout cas ceux qu'on pourra acheter plus facilement, qui sont ceux du milieu, et d'autres modèles qui visuellement sont proches. On va retrouver énormément de choses de cette montre, mais qui juste sont dans des matières beaucoup plus nobles et qui les rendent, voilà, ça les fait changer de catégorie de montre. Voilà, quand on verra quelqu'un avec cette montre-ci au bracelet, on saura que c'est une. Enfin, lui, il sera content de savoir que les personnes qui le remarqueront sauront qu'elle vaut autant. En fait, c'est principalement ce genre de client que ça va aller chercher. Et c'est pas mal, c'est un peu un miroir de la stratégie de Rolex avec certaines de ses montres, hein. On prend par exemple la Submariner classique qui doit être aux alentours de 7 500 euros. On a la version en or blanc avec la lunette bleue. Et donc, on sait que si quelqu'un est avec une Submariner avec une lunette bleue, c'est la version en or blanc qui coûte, alors je n'ai pas du tout les prix en tête, mais qui doit coûter, à mon avis, 2 à 3 fois plus cher sans aucun problème. Et donc, c'est un peu la même stratégie qu'on retrouve ici et je trouve ça pas bête. Alors, une photo portée ensuite, une des rares photos portées, parce qu'il n'y en a quasiment pas en fait sur Internet. Alors, je vais zoomer pendant que je zoome, voilà, comme ça on verra encore mieux les images. Alors c'est assez sympa, franchement ça sera assez difficile de différencier les deux en un coup d'œil. On verra par la suite, c'est plus le bracelet qui permet de donner un indice assez rapidement sur est-ce que c'est la nouvelle ou pas. Le fait est que ça reste globalement une jolie Speedmaster, hein. Dans les faits, voilà, pour la majorité des gens, on n'y verra pas la différence. Alors qu'est-ce qui change? Première chose qui change, ici on a au niveau du... je vais cliquer dessus, comme ça sera en meilleure qualité. Excusez-moi. Voilà. Ici on a un cadran qui a légèrement changé sur plusieurs choses. Alors je crois que la trotteuse est légèrement une forme un peu différente. Honnêtement, ça me saute pas aux yeux, je l'ai lu quelque part et là je serais pas capable de dire si c'est vrai. En tout cas, ce qui a changé, c'est au niveau du cadran. Comme vous pouvez voir, alors c'est un cadran, on appelle ça étagé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Donc on a tout ce qui va être le tour, et puis ensuite on a une sorte de cercle à l'intérieur qui a un petit relief là, qu'on peut voir ici, voilà. Et ensuite on a les sous-compteurs qui sont eux creusés dans le cadran. Alors les sous-compteurs creusés, on l'avait déjà, hein, sur cette Speedmaster là, comme on peut le voir. Hop là, ça c'est pas une rayure. Voilà, on les avait déjà. Par contre, le reste était plutôt plat. En tout cas, bon, c'était en fait un peu bombé, mais pas on n'avait pas la même démarcation. On la voit un petit peu, mais voilà, c'est clairement pas de ce niveau-là. Ça, c'est inspiré d'une ancienne version, je crois, de la Speedmaster qui avait également cette petite particularité. Ça, c'est des choses que j'aime bien parce qu'en fait, ça donne du détail, de la richesse au cadran, et ça rend la montre encore un peu plus sophistiquée avec des choses légères en fait. C'est pas très lourd, ça saute pas aux yeux, et c'est des détails, une fois qu'on les voit, on les apprécie, mais ça n'alourdit pas non plus la montre. Autre chose qui a changé, je crois qu'on pourra le voir sur une autre photo par la suite, mais c'est les marqueurs ici entre les différents indices, qui sont maintenant un peu plus espacés. Alors si on regarde sur la mienne, voilà, entre chaque minute on va avoir 5 bâtons, et ici entre chaque minute on a 2 bâtons.
Donc ça allège un peu le cadran à ce niveau-là. C'est un des petits détails, moi, qui m'a un peu sauté aux yeux, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez différent et je ne savais pas dire quoi. Et en comparant, c'était bien ça qui avait changé. Donc ça, c'est encore c'est une autre nouveauté. Donc il y a le point au-dessus du 90 qui est nouveau. Et enfin, le dernier élément, c'est... alors, ça se voit pas trop ici. D'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est bien la nouvelle version, celle-ci? Ou est-ce que... Oui, c'est bien la nouvelle version. Parce que normalement, alors là, ça se voit pas trop, mais le logo Omega est censé être ce qu'on appelle appliqué. C'est-à-dire que c'est pas peint sur le fond du cadran, mais c'est vraiment une pièce supplémentaire qui est collée sur le cadran, ce qui donne un peu plus de relief et ce qui est un petit détail assez sympa, en tout cas que j'aime bien sur cette nouvelle version. Donc voilà, ici on voit ils appellent ça voilà, le dot over 90 parce que c'est le point au-dessus du 90. C'est même présenté, je crois, sur la page d'Omega comme presque une nouvelle fonctionnalité. Quelque part, c'est assez drôle, hein. C'est vraiment un petit détail. Ça parlera vraiment à ceux qui aiment bien les Speedmaster seulement. Sur le fond, quelques petites nouveautés. J'ai la mienne, on va pouvoir comparer. Première différence. Alors, elle n'est pas très propre. Je vais juste passer un petit coup dessus, histoire que on puisse voir proprement les quelques différences. Alors, la première différence, c'est que le petit globe qui est ici, moi, il est voilà, sur le fond directement. On peut le voir ici, il est en haut, voilà. En haut, et j'ai toujours trouvé cette position un peu bizarre. D'ailleurs, ça reste un peu bizarre ici, c'est pas très utile, honnêtement. C'est un globe Omega, une sorte de logo Omega que je sais pas si on le retrouve sur d'autres montres, mais en tout cas, c'est pas le détail qui me marque sur cette montre. Petit changement aussi ici, en fait, on voit donc Flight Qualified by NASA in 9065. Donc ça, c'est in 9065, c'est nouveau. On l'avait pas sur en inscription ici, donc c'est encore pareil, un petit détail. Et puis enfin, ce qui change, c'est également, il y a un peu plus d'inscriptions autour, puisqu'en fait, ils mettent également que c'est un mécanisme coaxial. Donc, le mécanisme a également été mis à jour. Et Master Chronometer, parce que c'est cette Speedmaster classique, entre guillemets, est enfin un chronomètre. Ce n'était pas le cas auparavant. En tout cas, elle n'était pas certifiée chronomètre. Là maintenant avec ce mécanisme mis à jour, elle a passé ses certifications. Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. C'est juste que la montre est censée être un petit peu plus précise, en tout cas sur cette fonction, enfin sur la fonction heure. Ça n'a rien à voir avec le chronographe, hein. C'est pas le fait qu'il y ait un chronographe qui fait que c'est un chronomètre. Le chronomètre, c'est vraiment la mesure de la précision du temps et dans quelle mesure également la montre est capable de garder une précision voilà, après plusieurs jours. Alors, je ne suis pas un expert du domaine, je ne connais pas tous les contrôles qui sont faits, mais voilà, c'est globalement des contrôles qui permettent de s'assurer que la montre est suffisamment précise. Ce qui ne veut pas dire que celle-ci n'était pas précise, hein, parfois ça se joue à pas grand-chose et c'est peut-être juste des cases à cocher en fait, qui n'étaient pas cochées sur celle-ci. Donc voilà pour le fond. Donc le fond, ça change assez peu, hein. Le bracelet, par contre, lui, il a été entièrement revu. Même si ça saute pas aux yeux pour tout le monde. Et bon, moi, je ne l'ai pas mis sur la mienne. Donc malheureusement, on ne pourra pas le comparer là-dessus, mais il y a une photo en dessous qui nous permet de comparer les deux. Donc il y a deux choses qui changent sur le bracelet. En tout cas, deux choses très notables. Les maillons. Et ça, on le verra encore par la suite. Et surtout, le fermoir. Le fermoir est complètement nouveau. Et on va pas se mentir, au début je l'ai trouvé assez sympa, ça faisait un peu de changement et puis après j'ai essayé de me projeter avec et je trouve que ça va pas du tout avec la montre. Donc pour moi, en tout cas en photo, et il y a assez peu de photos donc c'est dur de juger et je l'ai pas vu sur un poignet, mais là comme ça, si j'essaie de me projeter, je trouve que ça ne suit pas trop en fait ces sortes de lignes horizontales le long du bracelet, ça ne va pas du tout avec le reste, je trouve. Alors le logo appliqué ici, c'est assez sympa. Le fermoir avec les deux boutons, pourquoi pas. Ça, c'était comme ça déjà sur les versions auparavant. Mais on aurait pu imaginer une mise à jour un peu plus conséquente de ce fermoir, puisque ça fait partie des quelques éléments avec lesquels on a beaucoup de contacts sur la montre. Et donc, je pense que c'est là où ça vaut le coup de peaufiner ça un maximum. Et ça aurait peut-être été pas mal de s'inspirer peut-être de la manière dont Rolex fait ses fermoirs avec notamment ce double fermoir où on vient clipser d'abord et ensuite on a un petit retour qui nous permet de bien sécuriser la montre. En tout cas, c'est ce qu'on trouve sur leur modèle professionnel. Ça aurait été peut-être pas mal d'avoir ça. Bon, après, le système fonctionne bien. Moi, j'ai le même et j'ai jamais eu de soucis. C'est peut-être plus sur le design où je suis moins fan de celle-ci.
Ici, ce qu'on peut noter aussi, c'est que c'est plus fin en fait. Le bracelet, il est fuselé quelque part. Et donc, entre les cornes jusqu'à la boucle. Alors sur un bracelet en cuir, c'est souvent le cas, comme sur celui-ci, mais sur le bracelet actuel, c'était pas le cas en fait. Il était quasiment à la même largeur tout le long jusqu'au fermoir. Ici, ça va être assez fuselé, donc plus fin. D'ailleurs, on peut voir ici les mesures, hein. On part de 20 mm pour terminer à 15 mm, donc on perd 5 mm sur la largeur du bracelet, ce qui va en faire quelque chose d'un peu plus fin au niveau du retour du poignet. Et là, la photo, je trouve la plus intéressante, qui nous permet de comparer les deux Speedmaster. Donc à gauche, la nouvelle. Hop là. À gauche, la nouvelle. À droite, l'ancienne, entre guillemets. Hein. C'était encore celle qui était en vente il y a 3 semaines. Alors, peut-être un truc que je trouve un peu bizarre sur la photo, et ça, je pense que c'est au niveau des retouches, c'est peut-être pour mettre en avant un peu plus la nouvelle versus l'ancienne. Donc, je ne sais pas si c'est Hodinkee qui a fait les photos ou Omega qui les a fournies, mais ici, on a l'impression que tout est plus clair, tout est plus propre, et ici, on a l'impression que c'est un peu plus fade. Je pense qu'en réalité, c'est pas le cas. À mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit exactement le même blanc, la même intensité sur le noir sur les deux, mais ça restera à vérifier lorsqu'on aura la montre entre nos mains. Donc ce qu'on voit et ce qui change tout de suite, c'est vraiment le bracelet. Donc ici, en fait, on avait des maillons qui n'étaient pas de la même taille. On avait les deux extrêmes qui étaient un peu plus fins et le maillon central un peu plus épais. Là, on est passé sur 3 maillons qui sont de la même largeur. Ce qui change un peu l'aspect de la montre. Je trouve que ça le rapproche un peu du look d'un bracelet jubilé. Alors, on n'est pas encore sur un bracelet jubilé, mais en tout cas, ça s'en rapproche. Et le bracelet jubilé, ça fait un peu plus vintage. Donc, ça renforce quelque part le côté inspiration néo-vintage de cette montre. Un peu plus que néo-vintage d'ailleurs, hein, parce que tout le reste est vraiment copié sur le design qui était fait dans la fin des années 60 et début des années 70. Mais en tout cas, ce bracelet, je pense que c'est pas mal de l'avoir mis à jour. La preuve, moi, celui-ci, je le porte pas. Alors, je l'aime bien, hein, mais ça n'a jamais été un coup de cœur. Je me suis jamais dit, ce bracelet, il est génial. Et j'aurais toujours voulu changer d'ailleurs ce bracelet pour d'autres, mais c'est assez compliqué de trouver des choses qui matchent exactement la largeur chez Omega, et puis ça peut vite chiffrer en fait. Donc, je l'ai jamais fait, puis je suis passé sur un bracelet en cuir qui me convient très bien. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés, mais du reste, hein, franchement, les deux montres sont très très similaires. Alors ici, on voit un petit reflet, c'est pas ma lumière, hein, c'est sur la photo, et on l'a pas ici. En réalité, le reflet, on devrait l'avoir sur les deux. Donc j'ai l'impression que ça met vraiment en valeur la montre de gauche, alors que la montre de droite, c'est quasiment la même, et c'est presque la photo ou en tout cas les retouches ou l'éclairage qui nous font dire ça. Donc voilà pour cette photo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je pense que j'ai pas mal couvert les nouveautés. Donc il y a un nouveau calibre, je crois que sur Hodinkee, je ne sais pas s'ils en parlent beaucoup. Alors je suis pas un expert des calibres. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est maintenant un mécanisme purement Omega. Enfin en tout cas, pas purement Omega, mais en tout cas plus dans les techniques actuelles et dans les mécanismes actuels qu'on retrouve chez Omega. Ça reste du manuel, donc ça reste une montre qu'on va remonter tous les 2 ou 3 jours en fonction de comment on la porte et de quand on la remonte. Il y a un petit progrès sur la réserve de marche. On passe de peut-être 40 ou 45 heures à 50 heures. Donc on gagne quelques heures, mais ça reste assez loin maintenant de ce qu'on trouve sur tous les mécanismes qui sont mis à jour désormais, que ce soit chez Rolex ou Tudor ou chez d'autres marques. Maintenant, on est plus sur du 70-72 heures quelque part de série. Là, c'est pas le cas encore sur celle-ci. Après, ça reste une montre de toute façon particulière. Enfin, c'est du remontage manuel. Donc, pour moi, du remontage manuel, ça sert à rien de viser 5 jours parce que ça fait partie du plaisir de porter ces montres-là, c'est qu'on souhaite les remonter de temps en temps. Donc plus on va avoir une réserve de marche longue, moins on devra les remonter. Et de toute façon, plus l'action de remonter devrait être pénible, donc, parce que long. Et donc voilà, pour moi, c'est pas forcément trop un problème. Ça. Donc là, on a des photos de la version saphir avec le verre bombé. Enfin, le verre sandwich, pardon, qui est sympa. Et puis une petite photo du nouveau mécanisme qui est très jolie. Honnêtement, cette version Saphir est très très sympa et ça permet de voir ce mécanisme qui est d'autant plus sympa que maintenant c'est un mécanisme coaxial d'Omega et donc un peu plus prestigieux que celui qu'on avait auparavant dedans, mais qui était déjà lui-même d'ailleurs très très joli. Hein.
Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est tout d'un point de vue photo. Donc voilà, ça n'a pas changé. Sur mon Omega, j'ai le même loom. Alors je sais plus comment on dit en français, mais en anglais c'est loom. Voilà. Je suis ensuite allé sur le site d'Omega pour regarder un détail en plus, qui est la version. On a assez peu de photos finalement sur le site d'Omega, on en a moins que sur Hodinkee. Par contre, on a cette version en nylon qui est assez sympa. Moi, j'aime bien ce genre de bracelet en fait, et le seul reproche que je ferais, c'est juste dommage qu'il n'ait pas fait un bracelet qui épouse la forme du boîtier. Ça l'aurait vraiment rendu encore plus sympa et plus intégré encore. Là, on garde un petit espace, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et le dernier point que je voulais vous montrer sur le site d'Omega, c'est sur celle-ci. On voit la boîte. La boîte a changé aussi. Voilà. La boîte a changé et elle est désormais ainsi. Hop là. On va revenir dessus. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Elle est plus petite en fait. Elle est, j'aurais tendance à dire, au moins 2 fois plus petite, ce qui est bien, parce que franchement, ça, c'était vraiment pas terrible sur la précédente version de la montre, puisque la boîte était énorme. Elle est vraiment beaucoup trop grande, elle doit faire 40 cm de large sur 25 voire 30 de long, ce qui est pas du tout utile pour une montre. Il y a quelques goodies en plus, mais les goodies ne justifiaient pas d'avoir autant de taille. Là, on a moins de goodies. Et c'est plus mal parce que les goodies, on ne sert pas. On n'a pas le natto, je crois, de base. Ça, c'était assez sympa. C'est qu'Omega donnait un natto avec cette Speedmaster. Et là, c'est plus le cas. Et donc voilà pour les nouveautés. La boîte, je trouve que c'est bien d'avoir gardé un peu l'esprit différent. C'est pas une boîte classique, on reste dans l'esprit d'une petite mallette sur laquelle on s'attend à avoir ce genre d'équipement peut-être dans une fusée. Par contre, c'est plus petit, plus facile à stocker, un peu moins de chichi autour de cette montre. Dernier point qu'on n'a pas encore abordé, c'est le prix. Elle est passée maintenant à 6 200 €. 6 200 €, et c'est peut-être l'occasion de discuter est-ce que c'est une bonne stratégie pour Omega d'avoir, on va mettre ça en fond pendant la discussion, d'avoir augmenté ses prix de cette manière. On est passé, pour information, alors moi quand j'ai acheté la mienne, elle valait neuve, si je dis pas de bêtises, 4 200 €, et c'était en 2017, aux alentours de 2017. 4 200 €, et elle est passée par la suite, je ne sais pas exactement quand, mais je sais qu'elle était dernièrement aux alentours de 4 900 €. Donc elle avait déjà pris pas mal en peu de temps, je crois, en 1 an et demi ou en 2 ans. Et là, elle vient à nouveau d'être mise à jour, où elle prend cette fois-ci 1 300 € de plus. Donc on est maintenant à 6 200 € sur une Omega Speedmaster. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Alors j'aurais tendance à dire pour Omega, oui. Pour ceux qui aimaient bien la montre, c'est qu'ils ne l'avaient pas encore acheté, c'est dommage. Parce que ça va peut-être repousser leur projet, voire mettre un terme à ce projet et les faire, on va dire, pivoter sur d'autres modèles, que ce soit chez Omega ou ailleurs d'ailleurs. Plutôt ailleurs peut-être. Donc pourquoi c'est une bonne stratégie pour Omega? C'est clairement ils essaient de se positionner de plus en plus comme Rolex, et également de bénéficier quelque part de l'appel d'air qui est créé par les problèmes que rencontre Rolex entre la demande très forte et son incapacité à produire suffisamment de modèles désirés. Alors, je ne sais pas si c'est une incapacité réelle ou une incapacité voulue pour pouvoir maintenir quelque part le sentiment d'exclusivité de pouvoir avoir certains modèles, mais le fait est que aujourd'hui c'est très compliqué d'acheter la Rolex qui vous plaît. Ça l'était déjà il y a quelques années, et puis c'est devenu vraiment particulièrement difficile, voire impossible voilà, dernièrement sur les derniers mois, les dernières années. Et donc Omega essaie de se positionner quelque part comme l'alternative au Rolex qu'on ne peut pas acheter, par contre au même prix en fait. En tout cas dans les mêmes gammes de prix, surtout pour ce modèle-là qui a toujours été, alors on l'a beaucoup dit que Omega l'a utilisé, réutilisé jusqu'à la moelle, ce concept de Moonwatch, d'un point de vue marketing, d'un point de vue déclinaison et autres. Je pense que c'est bien de recentrer pour eux la collection sur un modèle vraiment iconique, de
peut-être réduire le nombre de variantes qui existent, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et ça, elles étaient vraiment pas toutes réussies, et de faire monter quelque part en gamme le modèle classique et de le rendre encore plus désirable. Le fait de monter les prix, forcément, ça le rend plus désirable, ça porte le marché du seconde main aussi, ça fait monter quelque part les prix. Et puis cette montre-là, elle était toujours quelque part extrêmement désirable. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser aux montres quand Rolex était déjà devenu trop cher. Et ce qui veut dire que quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent à économiser pour pouvoir m'acheter une belle montre, en fait, j'ai même pas considéré Rolex. En 2017, c'était déjà quasi impossible d'en avoir, et si j'en voulais une, c'était minimum 6 000, 7 000 euros, même en seconde main. Alors maintenant, c'est encore plus, hein, mais pour une Submariner, à l'époque, c'était à peu près ça. Bah, merci pour les commentaires. Alors, on n'a peut-être pas vu mais je viens de recevoir une notification d'un commentaire YouTube. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est que j'aime bien en discuter avec vous. Et donc, si je pense que c'est une bonne stratégie pour Omega, c'est que quelque part, moi, ils ont remplacé Rolex quand j'ai eu de l'argent et que j'ai voulu m'acheter une montre, en fait. Et donc, c'était plus accessible à l'époque, et c'était certainement trop accessible d'un point de vue financier par rapport à ce qu'offre la montre, qui est une montre mythique. Si on doit retenir, je sais pas, 3 montres dans l'histoire, elle en fera partie, celle-ci. Et donc ils ont tout intérêt en fait à faire augmenter l'exclusivité de cette montre, peut-être à perdre en termes de volume de vente au global sur le nombre de ventes, mais avec des marges un peu plus supérieures, et avec surtout je ne sais pas comment va se comporter, hein, le marché à la fois du seconde main, et puis même est-ce que ça va être facile d'avoir cette montre-là quand elle sortira. Mais à mon avis, il y a une bonne position à occuper, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont de l'argent mais qui ne peuvent pas le dépenser si jamais ils souhaitent acheter par exemple une Rolex, parce qu'elles ne sont pas disponibles en fait. Et il faut en mettre le double si on souhaite l'acheter sur le marché du gris ou sur le marché de l'occasion. Et donc je pense que c'est un bon move. C'est juste dommage en fait pour ceux qui lorgnaient sur cette montre depuis longtemps et qui n'avaient jamais sauté le pas en fait. Parce que pour eux, ça éloigne quelque part ce projet, et c'est triste. Je pense que si je devais m'intéresser maintenant à cette montre, c'est une montre que je ne m'achèterais pas en fait. Parce qu'elle est devenue trop chère. 6 200 euros pour cette montre, c'est beaucoup en fait. Alors certes, je viens de m'acheter une Rolex, mais je trouve que la proposition de valeur, elle est assez différente quand même entre la Rolex que j'ai et celle-ci. Et moi, quand j'ai acheté la mienne, je ne l'ai même pas payé 4 200 euros, parce que c'était à l'époque où on pouvait assez facilement en trouver un peu moins cher sur d'autres marchés. Et donc voilà, je l'ai même eu un petit peu moins cher que le prix catalogue. Je pense que maintenant, c'est devenu impossible, enfin compliqué, voire impossible. Que ce soit le cas. Voilà, quand on sait que cette montre-là a été vendue en 2010 aux alentours des 2000, je crois 2500 euros, il y a du chemin quand même entre 2500 et 6200 euros, et donc forcément bah, ça nous éloigne. Et Rolex a vécu quelque part le même shift avec plusieurs années d'avance, mais voilà, les Submariner étaient aussi à 2500 euros à un moment donné, et ils terminent maintenant à quasiment 8000 euros neuve, et voire 10 000 euros sur le marché gris, 10 ou 12 000 euros sur le marché gris. Et donc Omega, quelque part, essaie de suivre ça en se rendant peut-être un petit peu plus accessible, de sorte à être aussi exclusif que Rolex sur certains aspects, en tout cas d'avoir des montres qui proposent énormément de choses et qui sont vraiment très désirables, mais par contre de pouvoir l'acheter en fait, de pouvoir aller en boutique Omega et de pouvoir repartir avec cette montre. À mon avis, c'est ce positionnement-là qu'ils prennent. Alors, ces petites modifications qu'ils ont apportées, elles sont très sympas. Moi, j'aurais bien aimé les avoir sur ma montre. Après, ça en fait pas une montre fondamentalement différente. Clairement, les 1200 euros de plus, ils sont très cher payés. Et ceux qui l'ont acheté juste avant cette hausse ont bien de la chance en fait, hein, parce que je pense qu'il y en a assez peu qui regretteront quelque part de ne pas avoir ces nouveautés, à moins d'être particulièrement sensible à l'effet nouveauté. Du reste, ça reste deux montres quasi similaires. Et probablement d'ailleurs que la montre que j'ai aujourd'hui, bah, dans 20-30 ans, sera peut-être plus difficile, enfin plus rare, enfin ça commencera à être recherché quoi. Donc c'est une bonne chose, parce que maintenant elle est plus du tout produite de cette manière-là,
Et donc, quelque part, pour les possesseurs actuels de Speedmaster, c'est une bonne nouvelle, hein, ça. Moi, je l'ai accueilli, j'ai accueilli cette nouvelle avec, voilà, j'étais assez content. Et puis, ça fait quelque part monter la cote aussi des Speedmaster. Alors, moi, je compte pas vendre la mienne, hein, mais par pure curiosité, je suis allé regarder ce que ça donnait sur le marché du seconde main. Et d'ailleurs, un de mes amis a souhaité en acheter une en décembre et je trouvais que les prix avaient déjà pas mal monté et je ne comprenais pas pourquoi en fait. J'avais pas vu qu'Omega avait annoncé des nouvelles Speedmaster. Mais si on regarde par exemple sur Chrono 24, alors on va regarder en Union Européenne parce que forcément les montres au Japon elles sont moins chères mais ça nous intéresse moins. Ah, mais il n'y a plus Europe. Ah si, voilà, Union Européenne ici. J'ai plus l'habitude de l'application. Voilà, Union Européenne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, attends, bracelet acier. Hop. Puis, un état neuve ou très bon. On va regarder ce que ça donne d'un point de vue prix. Bon, il y a des versions un peu collector, voilà, ça c'est forcément un peu plus cher, mais voilà, si on prend une classique de chez Classique, alors, elle est peut-être, non, ça c'est un peu une vintage. Donc, je suis pas un expert des Omega, mais voilà, parfois les vintage sont assez recherchés, donc les prix montent. Si je prends ça, au UK, année 2005, ça vaut 4 500 €. Sachant qu'en 2005, il a dû la payer, je sais pas, même pas, ouais, 2000 € peut-être. Donc oui, ça a commencé à prendre et ça m'étonne, hein. Honnêtement, quand j'ai acheté la mienne, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme Rolex et je ne m'attendais pas à ce que ce soit une spéculation. C'est vraiment une surprise. Donc voilà, et je pense que ça, je pense mécaniquement maintenant pour avoir une Speedmaster en bon état avec boîte papier, alors là je sais même pas, là on n'aime pas la boîte en fait, hein, à ce prix-là. Mais pour avoir une bonne Speedmaster en bon état boîte papier, ça va être aux alentours quasiment de 4 500 € sur le marché de la seconde main, entre 4 000 et 4 500 je dirais. Et puis avec peut-être cette tendance à monter, parce que maintenant c'est 6 200 € la neuve. Il y a encore un gap fort, hein. Il n'y avait pas autant de différence entre l'occasion et le neuf sur Omega. Donc à mon avis, les prix vont continuer à monter. Et on va peut-être arriver sur du 4008, quasiment 5000 € à mon avis, peut-être pour avoir une montre Speedmaster de seconde main sur la classique, hein, pas du tout une série particulièrement recherchée. Donc voilà, donc j'ai dit beaucoup de choses, je ne sais pas si c'était très intéressant, en tout cas moi ça m'intéresse de savoir votre avis, ça a duré une demi-heure, alors je ne sais pas s'il y aura encore grand monde au bout de la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me challenger aussi, hein, sur ce que j'ai dit, j'ai peut-être dit des bêtises. Et je répondrai avec grand plaisir en tout cas à tous les commentaires et puis je prends vraiment beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. C'était le cas sur ma dernière vidéo Rolex, et donc j'espère que sur celle-ci j'aurai également beaucoup de choses. Je pense que c'est une montre qui attire beaucoup, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. La prochaine étape, ce sera d'aller l'essayer en boutique. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle sera disponible, mais voilà, à mon avis, d'ici quelques semaines, ce sera le cas. Et donc, je pourrais peut-être compléter mon avis avec quelque chose du réel et après l'avoir passé à mon poignet. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine pour d'autres vidéos sur les montres.